Il est 13 h passé les 30 minutes. Madame, Monsieur, bonjour et bon après-midi chez vous. Tout de suite, la grande édition de la mi-journée. Le jeune et le gouvernement congolais étaient face à face dans une table ronde inclusive tenue à Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo, mercredi 28 août 2024. Ces assises, qui ne sont pas le premier du genre, ont eu pour objectif de créer un espace de dialogue constructif entre le jeune capable d'exprimer leurs préoccupations aux dirigeants. Laetitia Moulalou pour Mondico Télévision. Organisée par le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, cette rencontre a réuni les représentants des différentes catégories des jeunes afin d'échanger sur les sujets qui touchent la vie quotidienne de la jeunesse congolaise. Prenant la parole en premier, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Ayeganagato, a souligné l'importance de la tenue de cette table ronde inclusive qui est de faire entendre la voix de la jeunesse congolaise. Il est indéniable qu'au cours de cette table ronde, nous avons le devoir d'échanger sur des sujets cruciaux qui touchent directement la vie quotidienne de notre jeunesse, à savoir l'emploi, la création de la richesse par l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, l'éducation, la paix et la sécurité, la présentation de la jeunesse dans la diplomatie, le rajeunissement de la classe politique et de la fonction publique, l'inclusion des marginalisés au cœur des actions du ministère de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique, les partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement des jeunes, le développement durable, la protection de l'environnement et bien plus. La première ministre qui a donné le go de cette conférence a reconnu que ces assises ne sont pas les premières du genre. Pour la chef du gouvernement, cette table ronde ne doit pas être une table ronde de plus, elle doit aboutir à des actions concrètes. Il est important de souligner que de telles assises ont déjà été organisées par le passé. Des moments où les jeunes se sont réunis, ont échangé, ont proposé des solutions. Mais aujourd'hui, nous devons aller au-delà des simples rencontres et discussions. Il est essentiel de faire un pas de plus. En effet, l'objectif principal de cette table ronde inclusive qui réunit la jeunesse et le gouvernement est de créer un espace de dialogue constructif où vous, les jeunes, l'avenir de ce pays, pouvez exprimer vos préoccupations, idées et aspirations directement aux décideurs politiques que nous sommes, et ce, en vue du développement durable de la République démocratique du Congo. Pour ce juriste de profession et personne vivant avec handicap visuel, cette initiative est à louer et à encourager. Moi, je pense que ça représente un moment très important et capital en même temps où on nous donne l'occasion d'être écoutés. Et nous saluons l'initiative de par le fait qu'ils ont tenu compte de notre existence. Et conformément à la résolution 2250 qui exige la participation de la jeunesse. Mais quand on parle de la participation de la jeunesse, on doit prendre la jeunesse en compte de par toutes ses couches constituantes. On ne doit pas laisser de côté une couche, notamment les jeunes en situation de handicap. Alors notre présence ici, et comme moi par exemple, j'ai été pris pour un panéliste, donc c'est vraiment encourageant. Et c'est pour nous une tribune d'évoquer quelques mots qui dérangent notre communauté ou qui s'érigent comme étant des obstacles au développement de la jeunesse avec handicap. Estimée à plus de 65% de la population générale, la jeunesse congolaise a moins de 25 ans en moyenne et les possibilités qui lui sont offertes détermineront l'avenir du pays. La participation des jeunes et des dirigeants des communautés des jeunes aux efforts de paix, à la prise des décisions et au processus de réforme institutionnelle leur permet d'influencer de manière constructive leur vie. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, est en visite d'inspection dans l'espace Kassai. Première étape de cette visite est la ville de Mbujimaï, chef-lieu
de la province du Kasaï oriental où il est arrivé le mercredi 28 août 2024. Conformément au protocole prévu, le ministre a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Bipemba par le vice-gouverneur de la dite province et le ministre provincial de la Justice ainsi que les autorités politico-administratives. Son agenda prévoit plusieurs activités, notamment les désengorgements de la prison centrale de Mbuji-Mayi et les détournements des deniers publics. Bijou Lumuna. Juste après avoir foulé le sol de la capitale provinciale du Kasaï oriental, Constant Mutamba a eu une brève séance de travail avec les autorités provinciales au gouvernorat. Occasion pour le garde-sceau de dévoiler son agenda. Il a prévu d'aller à la prison centrale de Mbuji-Mayi pour se rendre compte par lui-même des conditions carcérales des détenus et envisager les désengorgements de cette prison. De la tournée que j'ai lancée sur l'ensemble du pays pour inspecter les conditions carcérales des détenus, inspecter toutes les infrastructures de la justice, mais également vulgariser toutes les réformes que nous sommes en train d'entreprendre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et de son Excellence Madame la Première ministre. Et nous allons également en profiter pour désengorger la prison, les prisons aussi bien de Mbuji-Mayi que d'ailleurs, et améliorer leurs conditions, les conditions carcérales. Un autre point qui préoccupe Constant Mutamba, c'est le respect de ses différentes instructions au niveau de cette province. Il a promis de s'engager au contrôle de l'exécution de ses instructions au procureur général et à l'auditeur supérieur de la Cour d'appel du Kasaï oriental à propos de la spoliation des biens de la société minière de Bakwanga, Miba et d'autres détournements au niveau de cette province. J'avais déjà à l'époque donné injonction au PG et à l'auditeur supérieur pour mettre fin à la spoliation des biens de la MIBA. Et je suis venu pour pouvoir me rendre compte de l'exécution des instructions que j'avais dictées à l'auditeur supérieur et au PG près la cour d'appel du Kasaï oriental. Il est clair que tous ceux qui sont à la base de la spoliation des biens de la MIBA seront déférés devant les instances judiciaires compétentes. Il y aura donc des poursuites qui vont être lancées contre les auteurs de tous les spoliateurs de biens de la MIBA, mais aussi et surtout de tous les détourneurs des deniers publics. Les prisonniers entassés dans la prison centrale de Mbuji-Mayi espèrent souffler après le passage du ministre de la Justice dans leur contrée. Restons toujours dans le Kasaï oriental, cette fois avec les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi au centre de la RDC avancent à grands pas. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Chile-Gelou lancé en 2021 par l'ancien ministre des Infrastructures, Willy Ngopos. Chile-Gelou a été initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour réhabiliter et moderniser plusieurs kilomètres de routes à travers le pays, notamment dans l'espace Grand Kasaï. Le directeur général de l'OVD s'est rendu dans la capitale provinciale du Kasaï oriental pour palper du doigt l'effectivité de ces travaux. Initialement prévus pour 36 mois dans le Grand Kasaï, les travaux du projet Chile-Gelou ont débordé sur le calendrier. La ville de Mbuji-Mayi vibre à nouveau au rythme des engins qui travaillent pour la construction et la modernisation de la voirie urbaine de Mbuji-Mayi. Victor Toumba, directeur général de l'Office de voirie et drainage, est arrivé en début de semaine dans l'ancienne capitale mondiale du diamant. Au lendemain de son arrivée, il a fait la ronde des chantiers. Il n'a pas caché son satisfecit. Le patron de l'OVD a tout de même décrié les tronçons où les travaux piétinent. Il a invité l'entreprise contractante à accélérer les rythmes de travaux là où ça traîne. Nous sommes satisfaits. Après avoir fait le tour sur les 35 km, je peux vous assurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 90% d'exécution des travaux avec asphaltage, plus l'éclairage. Sur beaucoup d'axes, je citerai l'avenue Kassavubu,
l'avenue Tatukaninga, assemblée provinciale. Nous sommes allés voir, bien que ce n'est pas encore terminé, parce que dans le projet à son temps, sur l'avenue Moukamba, comme sur l'avenue Université, comme Kakangaï, qu'on vient de visiter tout à l'heure, il était prévu dans le projet que ces routes allaient rester en terre. Mais aujourd'hui, nous avons dit que l'entreprise a fait déjà un grand travail. Si je prends sur l'avenue Université, Lukelenge Université, pour le moment c'est Dr Etienne, ils ont déjà fait plus ou moins 1 kilomètre qui est déjà en couche de base. La fin de ces travaux signifiera un soulagement pour la population du Kasaï oriental qui peuvent se mouvoir librement. Retournons à Kinshasa. Cet avant-midi, les administrateurs du budget de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa ont été frappés sauvagement par les étudiants qui réclament l'augmentation de frais académiques. Meshak Lofaka pour le compte rendu. Une manifestation violente a éclaté le jeudi 29 août sur les campus de l'Université pédagogique nationale UPEN dans la matinée. Les étudiants ne décolèrent pas contre l'équipe dirigeante de cet établissement supérieur. Ces attaques ont visé les agents de l'administration des finances. À en croire les témoins, les étudiants s'opposent contre la majoration des frais académiques, ce qui a conduit à une confrontation violente ces jours. Les agents de l'administration ont été frappés sauvagement, entraînant plusieurs coups et blessures. Cette situation met les sites universitaires sous une tension vive ces derniers temps. Les étudiants expriment leur mécontentement face à l'augmentation des frais académiques et les taux qui leur sont exigés. Les autorités publiques, universitaires ainsi que les représentants des étudiants sont invités à dialoguer pour trouver une solution durable à cette situation qui ternit l'image des universités et futurs cadres du pays. En page africaine, au moins 6 personnes ont péri dans des inondations survenues dans le nord du Nigeria. 10 000 personnes se sont retrouvées sans abri dans 11 communautés. Le gouvernement de l'État a reconnu mercredi que les inondations n'étaient pas peut-être pires que les années précédentes, mais il a exhorté les habitants de zones basses le long de la rivière Benoué à se rendre dans l'un de 8 camps de déplacés internes. Merveille Loabia. Les autorités de l'État d'Adamawa redoutent que le pluie diluvienne ne provoque des nouvelles inondations en faisant sortir la rivière Benoué de son lit, alors que la saison de pluie n'a pas encore atteint son apogée. En raison du changement climatique et de nombreux autres facteurs, les inondations sont arrivées plus tôt que prévu et ont pris de nombreux habitants au dépourvu. Nous avons constaté de très importants dégâts dans les habitations. Cela signifie que ces gens devront faire face aux éléments, au froid et au soleil. Le gouvernement a reconnu mercredi que les inondations n'étaient peut-être pas pires que les années précédentes, mais il a exhorté les habitants de zones basses le long de la rivière Benoué à se rendre dans l'un de 8 camps de déplacés internes mis en place en collaboration avec l'Agence nationale de gestion des urgences. En 2022, le Nigeria a connu ses pires inondations en plus de 10 ans, faisant plus de 600 victimes, déplaçant environ 1,4 million de personnes et détruisent plus de 400 000 hectares de terres agricoles. En santé au Nigeria, 10 000 doses de vaccins Jynneos sont arrivées à Abuja mardi, réceptionnées par plusieurs officiels dont le directeur de l'agence nigériane de développement de soins de santé primaire, Dr Mouyi Aina. Ces doses de vaccins seront en priorité mises à la disposition des patients dans 5 États où le taux de morbidité est plus élevé. Diane Bonga. Le pays a enregistré de cas d'Mpox dans 10 États et ces vaccins, dont du gouvernement américain, seront en priorité mis à disposition de patients dans 5 États où les taux de morbidité est les plus élevés. La cérémonie de remise qui a lieu aujourd'hui représente bien plus qu'une simple distribution de vaccins. Elle incarne la force de la collaboration internationale pour surmonter les défis de santé, qu'ils soient globaux ou locaux. Nous savons qu'il n'y a pas assez de stock. En fait, nous recevons 10 000 doses parmi les 200 000 disponibles dans le monde entier.
Le vaccin Jynneos est un vaccin à 2 doses pour les personnes qui n'ont jamais été vaccinées contre la variole. Il est indiqué dans la prévention de la variole humaine et l'Mpox chez les adultes âgés de 18 ans et plus. L'ambassadeur Richard Mills explique le choix du Nigeria. Le gouvernement nigérien a effectivement mis en place un plan stratégique de vaccination pour s'assurer que ces vaccins soient utilisés de manière efficace et ce don de 10 000 doses soit maximisé. Ce plan est précisément la raison pour laquelle le Nigeria a été sélectionné pour recevoir le premier lot de vaccins. Nous resterons engagés aux côtés du Nigeria dans ses efforts pour enrayer la propagation. Outre le Nigeria, des vaccins promis par les États-Unis et l'Alliance vaccinale Gavi sont toujours attendus en République démocratique du Congo, l'épicentre de l'épidémie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4000 nouveaux cas d'Mpox ont été enregistrés sur le continent la semaine dernière. Et pour finir, les forces haïtiennes et la police kenyane ont mené une opération conjointe ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince pour chasser les gangs criminels de l'un des quartiers le plus difficiles de la capitale haïtienne. Le premier ministre haïtien, Gary Conille, s'est rendu dans un hôpital au chevet de 3 policiers haïtiens blessés lors d'une fusillade dans le quartier pauvre de Bel-Air contrôlé par des gangs. Diane Bonga, une fois de plus. Le Premier ministre haïtien Gary Conille et le chef de la police Normil Rameau à l'hôpital Bernard Mewes. Je suis fatigué de voir des policiers se faire tirer dessus. Je suis fatigué de me rendre aux funérailles des policiers. Nous devons résoudre ce problème d'insécurité. Monsieur Conille n'a pas donné plus de détails sur l'opération et n'a pas répondu aux questions lors de sa brève conférence de presse, mais il a appelé les Haïtiens à coopérer avec la police et à partager les informations afin de contribuer à réduire la criminalité. Plus de 3200 meurtres ont été signalés en Haïti entre janvier et mai. Le gang qui contrôle 80% de Port-au-Prince ont laissé d'un demi-million de personnes sans abri ces dernières années. C'est la fin de cette édition du journal de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Bijou Mouna pour ce soir à 19h. Au revoir.